Je voulais vous dire deux choses avant le début de cette vidéo. La première, c'est que je passerai sur Radio Courtoisie dans 2 jours, mardi 11 septembre à 21h30. Je suis invité par Thomas Ferrier dans son libre journal des Européens pour la seconde fois, la deuxième en tout cas, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je le remercie de cette invitation, donc soyez à l'écoute pour ne pas rater ce moment-là. Et la deuxième chose concerne la vidéo que vous allez voir à l'instant même. J'aimerais que vous la regardiez du début à la fin avant de commenter, c'est important, et que vous ayez cette ouverture d'esprit suffisante pour comprendre par exemple que je prends un risque en la faisant parce que j'ai bien conscience du fait que la majorité de mon public ne sera pas d'accord avec moi et avec ma thèse. C'est-à-dire que moi j'ai confiance en la médecine classique et occidentale, et je dirais que les 2/3 voire les 3/4 de mon public non. Et cette confrontation avec mon propre public est risquée pour moi et je le fais par conviction. Peut-être que je me trompe, mais je le fais parce que j'estime que c'est important et je suis sincère dans ma démarche. J'espère que vous me reconnaîtrez au moins cette audace-là et que vous passerez un moment agréable avec cette vidéo en étant d'accord avec certaines choses. Allez, c'est parti. Salut les Européens et tous les amis de l'Occident. J'espère que vous avez passé un bon été. Je reviens en douceur avec une vidéo qui n'aura pas vraiment de fond politique, encore que, et que je vais dire au fil de la pensée. C'est-à-dire que c'est une vidéo à la VV ou à la Frédéric Delavier. Voilà. Une vidéo où je vais simplement donner mon avis sans forcément apporter de source sur un sujet qui pourtant peut-être nécessiterait d'être très pointilleux parce que je sais que c'est un sujet qui fâche, mais il se trouve que j'en ai l'idée aujourd'hui, donc il faut que ça sorte de ma tête et je vous sors ça tout d'un bloc. On verra si j'y reviens dans de futurs textes et de futures vidéos. Je voulais vous parler de santé et de médecine parce que c'est un sujet qui est très clivant et qui divise au sein même des mouvements du nationalisme, on va dire de la fachosphère. Il y a globalement, donc ça c'est le constat, il y a une méfiance de la part des gens, c'est-à-dire de tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour le corps médical, pour les vaccins, pour tout un tas de choses. Et donc je voudrais donner mon avis dessus, au-delà de l'aspect provocateur que je peux avoir parfois dans certains billets, et qui donne l'impression que j'ai un irrespect total pour mon adversaire de joute. Voilà, on est toujours plus nuancé que ce qu'on veut faire croire. Donc voilà, moi personnellement, sur le sujet des vaccins, je suis pro-vaccin. Alors ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que j'ai une joie folle lorsqu'il s'agit de me faire un rappel ou lorsque je vais faire vacciner ma fille. Je n'y vais pas en sautant de joie parce que c'est merveilleux, mais simplement être pro-vaccin, ça veut dire quoi? En opposition aux anti-vaccins, c'est que je ne pense pas que les laboratoires et l'État veulent, donc au pluriel, nous faire du mal si vous voulez, en nous injectant des choses qui ne sont pas nécessaires et qui sont même nocives pour le corps. Je n'y crois pas une seule seconde. En fait, je ne crois pas à la théorie de Big Pharma. Mais c'est un sujet qui est très, très lourd et je ne vais pas pouvoir y répondre en une seule vidéo. Donc là, je voudrais juste essayer de faire un peu de psychologie et de comprendre pourquoi, à mon avis, même dans nos milieux et surtout dans nos milieux, on a ce rejet de la médecine traditionnelle, j'allais dire. Non, oui, de la médecine occidentale, c'est-à-dire la médecine des hôpitaux. La médecine qui soigne vraiment, hein, si vous voulez que j'aille au bout de mon idée. Alors, déjà, il y a une chose, c'est que parmi les critiques qu'on peut faire au corps médical, il y en a certaines qui sont justes, et je vais donner un seul exemple qui, pour moi, peut expliquer pourquoi beaucoup de gens finissent par se méfier eh bien, des médecins, des pharmaciens, de l'ensemble en fait, du corps médical. C'est le cas des cancers. Alors, je voudrais d'abord faire cet avertissement. Ce que je vais dire là peut faire mal à certaines personnes qui soit ont connu la maladie elles-mêmes ou à travers un proche, qui ont eu récemment un parent ou un enfant, pire encore, qui est décédé du cancer. Donc là, je prends des précautions et je suis sincère. Là, on n'est pas dans le second degré, je le dis vraiment au premier degré. Ce que je vais dire là va peut-être faire souffrir certaines personnes. Donc si vous ne vous sentez pas en,
a l'air dans le mood pour entendre ce genre de choses, eh bien, écoutez, ne regardez pas la vidéo, elle n'est pas si indispensable que ça. C'est vraiment sur ce sujet particulier. Pourquoi je vous parle des cancers? Parce qu'il se trouve que j'ai un très bon ami qui est oncologue. Et je lui demandais, voilà, comment ça se passe finalement, quelqu'un qui a le cancer, quand est-ce que tu lui proposes la chimio, etc. Est-ce que toi, tu sais des choses que tu ne dis pas aux patients? Et immédiatement, il m'a dit quelque chose qui, lorsqu'il me l'a dit, m'a choqué, comme vous serez choqué, je pense, quand vous l'entendrez. Il m'a dit que lorsque il découvrait un cancer chez un patient à un stade très avancé, il lui arrivait assez souvent, simplement en voyant le dossier, en voyant les résultats d'analyse, les radios, les IRM, voilà, cet ami, donc ce docteur, il sait que le patient va mourir. Il le sait. C'est-à-dire que ce n'est pas un pourcentage de chance, c'est 100%. Cet homme, cette femme, cet enfant, parfois, cet adolescent va mourir dans X temps. Je le sais, c'est mathématique, c'est rationnel. J'ai eu avant des tas de patients qui ont eu ce type de cancer de cette taille-là, à ce moment-là, à ce stade-là. Donc le patient va mourir. Et je lui disais, ah d'accord, mais en fait, parfois tu n'as aucune solution thérapeutique à proposer. Et c'est là en fait où j'ai eu un choc, c'est qu'il m'a dit, non, la plupart du temps, on propose une stratégie thérapeutique quand même. Alors vous devez vous dire, mais c'est complètement immoral de faire croire à quelqu'un qu'il peut s'en sortir alors qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais il m'a donné cet exemple qui m'a beaucoup touché et qui, je crois, rend un peu plus... vous savez, parfois de loin, on voit quelque chose, on se dit, oh là là, ce mec est une saloperie. Et puis finalement, quand on comprend les tenants et les aboutissants, on met un peu d'eau dans son vin et on se met à la place d'eux. Vous voyez, c'est le processus d'empathie. Et j'ai eu de l'empathie pour lui en tant qu'oncologue face à cette situation. Donc, il m'a raconté ça, c'était il y a environ 2 ans. Il m'a parlé je vous dis, c'est très très dur à supporter, ce que je vais dire. Donc, c'est le genre d'histoire qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est ça que je voulais dire, quoi. Donc, il y a un patient qui arrive. C'est un jeune homme de 19 ans, donc qui se plaint de douleurs multiples. Le médecin généraliste, lui a fait faire toute une batterie d'examens. Quand le généraliste a vu les résultats, il a tout de suite compris. Il a envoyé, vous voyez, on est vraiment dans le sketch du cancer de Dieudonné. Le généraliste a certainement compris la gravité de la situation. Il a tout de suite envoyé ça vers cet ami oncologue, qui est un grand spécialiste de Lyon, si vous voulez tout savoir. Et donc, il lui envoie ce dossier. Et tout de suite, en voyant le dossier, en plus, il découvre un peu devant le patient. Il m'expliquait un peu la situation, c'est-à-dire qu'il avait la moitié des résultats. Et finalement, le patient lui apporte la deuxième moitié. Et là, en fait, il réalise que c'est foutu, quoi. C'est-à-dire, il ne peut rien faire pour ce jeune garçon qui, en plus, donc je le précise, c'est pas pour faire du drama, mais pour expliquer pourquoi des médecins peuvent parfois vous envoyer un peu sur une fausse piste. Il était avec son papa et il m'a dit, voilà, ce jeune garçon de 19 ans, parce qu'à 19 ans, on n'est pas fini, quoi. On est quoi, à peine dans l'adolescence. On commence la vie, c'est ça qui est terrible en fait, c'est le moment où ça commence, voilà, on accumule tout ce savoir, on grandit, on est prêt à aller à la fac, etc. Ou peu importe, mais c'est vraiment le pire moment pour mourir, vous comprenez. Et il me raconte cette histoire avec ce jeune homme de 19 ans dont il est persuadé que ce gamin n'a aucune chance, qui était avec son père, et il m'a dit en fait ils se tenaient la main tous les deux lorsqu'il me parlait. Donc, vous savez, rien qu'en parler, je suis ému en fait, rien que de vous le raconter. Et il me dit à ce moment-là, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis au père et à ce jeune garçon de 19 ans qui n'a rien connu de la vie, voilà, la vie est censée lui tendre les bras et finalement il y a cette chose terrible qui lui tombe dessus, est-ce que tu lui dis, bon ben voilà, vous allez mourir, c'est une certitude, à 100% de chance, à 200% de chance, vous allez mourir. Et ça va prendre entre 1 et 2 ans, peut-être moins. Voilà, c'était la réalité du dossier de ce jeune homme. Et là, mon pote oncologue me dit, bah non, on leur dit pas ça. On leur dit pas ça pour 2 raisons. La première, c'est que c'est abominable à entendre et personne ne veut entendre ça. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'au début de sa carrière, lorsqu'il était franc avec les patients, bon, évidemment, il pleurait dans la salle. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça, vous pouvez tout à fait le comprendre par vous-même. Mais c'est surtout, ils ne le croyaient pas. Ils ne le croyaient pas, donc ils allaient voir d'autres médecins
et il perdait énormément de temps à faire de multiples diagnostics pour finalement en arriver au même point. Donc, la raison pour laquelle, dans ces situations, il proposait la chimiothérapie, c'est que, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça en fait, je vais même vous le dire maintenant, je vous en parle parce que souvent, je lis des gens qui me disent, mais la chimiothérapie, ça tue les patients. Et en fait, c'est pas ça, c'est que très souvent, lorsqu'on propose la chimiothérapie, attention, pas tout le temps, hein, les gens qui en ce moment même sont en train de souffrir d'un cancer, et un cancer qui est opérable ou qui peut se soigner par la chimiothérapie, je veux dire, parfois, un cancer peut être bénin ou on peut en sortir. Enfin, ce que je dis, ce sont des banalités, mais je prends des précautions parce qu'on parle de maladie, de mort, bon, tout ça, ça fait pas rigoler. Mais ce que cet ami m'a dit, c'est que lorsqu'on annonce un pourcentage de chance aux patients de moins de 30%, c'est qu'en réalité, c'est 0%. C'est-à-dire qu'en fait, la chimiothérapie à ce moment-là n'est proposée que pour allonger la durée de la vie. D'accord ? Je dis n'importe quoi, au lieu que le patient vive 6 mois, et bien que la chimiothérapie peut vivre 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Alors, moi évidemment, j'ai eu la même réaction, je pense que beaucoup de gens qui sont en train de voir cette vidéo. Je me suis dit, mais c'est dégueulasse parce que la chimiothérapie, il y a des effets secondaires, il y a de la souffrance, ça pourrit le corps, ça fait grossir, enfin ça fait mincir, et puis ça fait d'abord grossir puis mincir, on perd les cheveux, etc. Et il m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu penses que c'est mieux de vivre 6 mois en sachant absolument que tu vas mourir, ou bien de vivre 1 an et demi, 2 ans, c'est-à-dire plus, avec cet espoir très mince, mais l'espoir quand même de ton côté de patient que tu vas t'en sortir. Et là, j'avoue que je n'ai pas su quoi répondre à cette question. Voilà. Donc, l'objet de cette... donc, c'est ce qu'il a dit à ce jeune homme. Il lui a proposé une chimiothérapie. Et au moment où je vous parle, ce pauvre garçon est mort. Il est mort il y a 3 mois. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que d'une part, lorsqu'il y a un diagnostic qui est fait par un médecin occidental, en général, il est bon. C'est-à-dire que ma grand-mère, par exemple, est morte en 2015. Eh bien, en 2014, en octobre 2014, le médecin nous a dit, elle en a pour 1 an, quasiment jour pour jour. Et lorsqu'il nous a dit ça, avec mon père, c'est pas qu'on a rigolé, mais parce qu'évidemment, c'est pas le moment de rigoler, mais on avait un sourire jaune sur le fait qu'il semblait être très précis. On s'est dit, pour qui il se prend celui-là, quoi? Il va nous expliquer au jour même que ma grand-mère va mourir dans 1 an. Eh ben, vous me croyez pas, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est morte en octobre de l'année suivante. Il nous avait dit 1 an, c'était 1 an pile, quoi. Limite à l'alarme près, quoi. Enfin, on met une alarme et hop, le médecin avait raison. Alors évidemment, il y a des miracles, ce qu'on appelle miracles, en fait, c'est des choses que la médecine ne peut pas encore expliquer, mais qui doivent certainement s'expliquer d'une manière rationnelle. Mais de manière générale, les médecins quand ils font un diagnostic sombre, ils en sont persuadés et ils l'amenuisent pour que le patient ne pète pas un câble et continue de vivre jusqu'au bout. Vous comprenez? Parce que bon, bah, ce garçon est tragiquement mort à 20-21 ans, mais jusqu'à arriver, on va dire, aux dernières semaines, aux derniers jours, il y croyait. Et ça, c'est grâce au prolongement de la vie qui est dû qui est le fait de la chimiothérapie, et à cet espoir que mettent dans la tête les médecins, même quand ils savent que à 100% de chance, le patient va mourir dans les années à venir. Donc là, je voulais parler de ça pour, comment dirais-je, pour donner un peu le change et dire que oui, effectivement, il y a des mensonges par omission, il y a des petites manipulations de la part des médecins, mais qui ne sont pas nécessairement, c'est ça que le point où j'en ai arrivé, ce n'est pas nécessairement fait pour faire souffrir inutilement, dans une logique mercantile, etc. Et l'autre exemple que je dirais, c'est celui des opérations. Alors parfois quand vous avez un cancer, on ne vous propose pas la chimiothérapie, on vous propose l'opération. Et c'est également comment on pourrait dire, une légende urbaine un peu qui court et qui fait que les gens ont très très peur des hôpitaux et de se faire opérer à l'hôpital. C'est que on a des patients qui ont le cancer, les médecins tentent d'opérer, ils tentent d'enlever la tumeur. Parfois c'est très facile, d'autres fois c'est quasiment impossible. Mais quand c'est incurable, parfois le patient insiste tellement, voilà, c'est ça aussi que mon ami disait, le patient insiste tellement que on essaye, voilà. Ils essayent d'enlever la tumeur, de racler tout ce qui a raclé. Et ce qui se passe en général, c'est qu'il y a un mieux juste après l'opération. Et souvent, malheureusement, le cancer a déjà métastasé. Donc le patient meurt quelques mois après.
Et ça ne loupe pas. Qu'est-ce que se dit la famille à ce moment-là? La famille se dit, d'accord, on l'a opéré, 2 mois après, il est mort. Donc, il est mort à cause de l'opération. Et vous, vous entendez toutes ces histoires et vous vous dites, mais en fait, les médecins tuent des gens, en fait. Dans les hôpitaux, on fait des choses qui sont intolérables, inutiles, qui font souffrir et qui font mourir. Voilà. Alors que c'est de la connerie. En fait, ce sont des cas désespérés où les médecins essayent de bricoler parce qu'à un certain niveau de difficulté et pour des cancers qu'on ne sait pas soigner, eh bien en fait la chirurgie est du bricolage. Mais ce bricolage, comment dirais-je, n'est pas pire que ne rien faire. Si on n'avait rien fait à ce patient, il serait quand même mort, vous comprenez? Il serait peut-être même mort plus vite. Mais dans l'esprit des gens, il y a cette association entre aller à l'hôpital, s'y faire opérer et mourir. Voilà, donc là c'était pour contextualiser un peu et expliquer pourquoi, parce que vous savez, je crois que la statistique c'est 1 personne sur 2 finit par mourir du cancer. Donc dans nos familles, toutes les personnes qui m'écoutent, je suppose, connaissent, soit dans leur entourage proche, leur famille, soit des amis d'amis qui ont eu ou sont morts du cancer. Donc on a tous eu ces retours d'expérience très négatives avec des gens qui essayent la chimio mais qui en meurent et d'autres qui se font opérer du cancer et qui ont des métastases 4 mois après. C'est parce que eh bien, ces gens qui sont morts étaient, j'allais dire, destinés à mourir. Non, je ne crois pas vraiment au destin, mais ils avaient un cancer que la médecine occidentale actuellement et aucune médecine ne sait soigner. Voilà. Donc les médecins ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà. J'espère que vous avez bien compris le point où je veux en venir pour la partie 1. Maintenant, je vais passer à la partie 2 qui est le complotisme et l'idée que les groupes pharmaceutiques, les laboratoires cherchent à nous tuer. Alors cette idée, parce que mon public est un public nationaliste, un public on va dire, de dissidents, c'est le mot un peu que s'est donné, et Soral a mis ce mot à la mode lorsqu'il a fait parler de lui sur Internet, et c'est lui, hein, je sais, les gens vont dire tu insistes sur lui, tu fais une fixette, mais c'est lui et ses lieutenants qui ont mis le virus complotiste dans la tête des Français nationalistes à tous les niveaux, que ce soit un niveau d'analyse géopolitique, d'analyse sportive même des fois, de films, de tout ce que vous voulez. Plus ou moins en se basant sur des choses réelles ou en inventant complètement. Et pour ce qui est on va dire du complotisme vis-à-vis de la médecine et du complot Big Pharma, moi la première vidéo que j'ai vue où on m'a mis le doute sur l'existence, par exemple, du virus du sida, eh bien, je l'ai vu sur ER. Je ne l'ai pas vu ailleurs, cette vidéo, je l'ai vue sur Égalité et Réconciliation. Je le dis parce que c'est un fait. Et le chemin que j'ai suivi, moi, c'est que j'ai vu une vidéo comme ça à 25 ans, et j'ai eu moi-même le doute. Je me suis dit, mais finalement, est-ce que le sida existe? J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Un des arguments qui m'avait un peu convaincu d'avoir des doutes, c'est bizarre comme phrase, convaincu d'avoir des doutes, on va dire, un des arguments qui m'avait mis le doute, c'est le fait que apparemment on pourrait être déclaré VIH si on fait un test, on va dire, à Paris, mais pas si on fait un test à Acapulco ou en Afrique. Donc là, je me dis, c'est bizarre, quoi, cette maladie qui est déclarée à un endroit, mais pas à un autre. Bon, je me suis aperçu au fur et à mesure de mes recherches que c'était tout simplement des conneries, c'est-à-dire que si vous avez été, quelqu'un vous a transmis le virus du sida par relation sexuelle, eh bien, si vous faites un test à Paris, on vous déclare VIH. Et si vous faites un test, en fait, en gros, dans tous les pays occidentaux, si vous faites un test au Canada ou aux États-Unis, vous serez aussi déclaré VIH. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que mes doutes ont été complètement balayés lorsque dans ma vie, j'ai connu des personnes qui ont le sida. Voilà. Donc il se trouve que j'en connais 2. Et le sort est ainsi fait que je peux exactement voir comment fonctionne la trithérapie parce qu'une de ces personnes prend la trithérapie depuis le début et l'autre ne la prend pas. La première, c'est un type que j'ai rencontré en première année de licence de philosophie et qui était un homosexuel. C'était un mec de grande culture avec lequel j'ai gardé contact et qui ne m'a jamais tenu rigueur du fait que je sois devenu un nationaliste à visage découvert en disant je vote Front National, etc. Alors que lui n'est pas du tout d'extrême droite. Mais bon, c'est quelqu'un qui a une certaine valeur humaine, donc je suis resté en contact avec lui. Et ben en fait, il a chopé le sida homosexuellement, d'une manière classiquement homosexuelle, hein, vous m'avez compris, je ne ferai pas de dessin, quelques années après qu'on se soit rencontrés. Et alors lui, évidemment, il a tout de suite pris la trithérapie, et je l'ai revu récemment. Honnêtement, on ne se rend pas compte
qu'il est malade. Moi, j'ai pas eu ce sentiment qu'il était en petite santé. Et les médecins me disent que s'il continue de prendre son traitement, il aura une vie longue qui s'achèvera finalement peu ou prou à l'âge où une vie humaine doit se finir, hein, entre 60 et 80 ans, peut-être même plus. À côté de ça, il y a quelqu'un qui est, alors je ne le nommerai pas, mais peut-être qu'à sa mort, je ferai une vidéo en particulier dessus parce que cette croyance dans le fait que le sida est une invention est très grave. Elle est vraiment très grave et je veux insister dessus et pointer du doigt toutes les personnes qui osent prétendre cette chose-là. Voilà, c'est vraiment on est censé incarner la vérité, vous voyez. On n'est pas dissident pour raconter des conneries. On est dissident parce que ce qu'on voit à la télé et ce qu'on entend dans les médias nous semble faux. C'est faux. Voyez, donc ça n'a aucun intérêt de créer une dissidence pour que nous, de notre côté, on fasse une tambouille et une salade pour raconter d'autres conneries sur d'autres sujets. Voyez, donc cette espèce de croyance folle dans l'idée qu'on nous aurait vendu le sida mais qu'en fait ça n'existe pas, il faut que ça cesse. Donc cette personne, je ferai une vidéo spéciale sur elle, mais en gros, c'est très simple, elle ne prend pas la trithérapie. Voilà. Elle a le sida depuis 7 ou 8 ans. Elle ne s'est jamais traitée parce que cette personne ne croyait pas à l'existence du sida, pauvre pomme, alors qu'il l'avait. Et évidemment, maintenant, il est passé de la phase VIH à la phase sida, et cet homme est en train de mourir. Voilà, tout simplement. Je rigole, mais ça n'a rien de drôle. C'est un rire jaune, en fait, c'est un rire d'agacement. Je suis agacé par les gens qui meurent et qui tuent. J'expliquerai pourquoi aussi dans la vidéo que je ferai sur ce mec, par leur propre connerie, vous voyez. Rien de plus con que de mourir comme ça, quoi. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à voir que Soral et toute sa clique mettaient dans la tête des gens que non seulement il y avait les sionistes, mais il y a aussi les lobbies pharmaceutiques qui vous inoculent des maladies, etc., pour gagner de l'argent, j'ai commencé à me voir un mouvement de recul et à analyser tout ce qui flirtait avec ce complotisme et qu'on nous vendait comme génial dans le milieu dissident. Par exemple, Claire. Alors, Claire, c'est une nana qui travaillait sur les moyens de se soigner naturellement, de bien se nourrir, qui était totalement dans l'idée que l'État cherche à nous comment dirais-je, à nous intoxiquer, etc. Et qu'en ayant une vie saine, en mangeant des fruits et des légumes, on chope jamais le cancer, etc. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Claire est morte du cancer. Elle est morte du cancer, tout simplement, quoi. Donc, je ne dis pas du tout ça, encore une fois. Là, on parle de mort, de maladie. Sachez qu'à aucun moment, je suis dans le sarcasme, vous comprenez? Tout le monde peut mourir du cancer. C'est ça que j'essaye de dire. C'est que dans l'état actuel où en est la médecine, il y a des cancers qu'on ne sait pas soigner, primo, et il y a des cancers qui se déclarent et dont on ne comprend pas les facteurs d'apparition. D'accord ? La plupart des cancers du poumon, c'est parce que vous êtes fumeur. Mais il y a certaines personnes qui ont des cancers du poumon alors qu'ils n'ont jamais fumé une cigarette de leur vie et qui n'étaient pas en présence de fumeurs. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai fini par comprendre cette espèce de complotisme et sa puissance parce que lorsque Claire est morte, tout de suite, les premières réactions des dissidents, et ce qui m'a choqué, c'était des gens pour qui j'avais une estime intellectuelle et qui tout à coup me paraissaient idiots. Je me suis dit, mais c'est pas possible de dire ça. Des gens ont dit, mais elle a été tuée parce qu'elle disait trop de vérité. Donc ça, c'est vraiment le principe premier du complotisme. C'est comme si, je sais pas, demain, je marche dans la rue à Grenoble et un pot de fleurs me tombe sur la tête. Bon, il y a une chance sur 1 million que ça arrive, mais je suis persuadé que les gens qui m'apprécient en arriveraient à se dire, bon, bah, c'est sûr, ça, c'est le gouvernement qui l'a tué, quoi. Voilà, Conversano, il gênait trop. Boum, il s'est fait flinguer. C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pot de fleurs? Ça arrive à personne. Ouais, ben ça arrive quelquefois. Et quand j'ai vu que, en plus, c'était tout trouvé avec la c'est-à-dire qu'elle donnait des conseils, bien se nourrir, bien vivre sa vie, être dans l'hygiène, faire attention aux radiations, à toutes ces... Enfin, écoutez, franchement, je me souviens plus exactement ce qu'elle disait parce que je mélange un peu toutes ces personnes qui tiennent ces discours hygiénistes, anti-technologie, anti-médecine, etc. Ils ont tous à peu près le même discours. Et elle est morte, donc les gens se sont dit, bah, elle détenait la vérité. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle disait de précis? Qu'est-ce qu'elle disait de si incroyable? Qu'est-ce qu'elle disait que l'État voulait que l'État veuille que vous ne sachiez pas? Remettez-vous un peu en question, les gars. Maintenant, je vais citer un autre exemple, c'est Thierry Casanova.
Casasnova, je ne sais pas comment on prononce, le nom va s'afficher au moment où j'en parle. Alors lui, c'est totalement incroyable. Récemment, je me suis livré sur le fait que je souffre d'acouphènes depuis que j'ai une vingtaine d'années. Les acouphènes sont des sifflements d'oreilles permanents qui ne conduisent pas à la mort, ni même particulièrement à la surdité, même si parfois une surdité peut s'accompagner d'acouphènes. Donc en quelque sorte, c'est bénin dans le sens où on n'en meurt pas, mais ça fait souffrir terriblement. Et des gens m'ont dit, tu devrais regarder les vidéos de Thierry Casasnova. Alors j'en avais déjà regardé certaines et j'en ai regardé d'autres à nouveau. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que des personnes qui me font des dons sur Tipeee, qui m'achètent mes bouquins, qui, lorsque je parle, ont le sentiment que je dis des choses rationnelles et sensées, puissent en même temps écouter Thierry Casanova. Je ne sais pas si on dit Casanova ou Casasnova. Je vais l'appeler Casanova, c'est plus facile. Mais écoutez, c'est tout de même incroyable. C'est un type qui j'ai regardé 5 ou 6 vidéos. Dans ces vidéos, il propose toujours la même solution, qui est une solution universelle, qui est une solution de forme, c'est-à-dire boire des jus de fruits. Voilà, sur au moins 3 ou 4 symptômes différents, Thierry Casanova propose de boire des jus de fruits. Et exactement, évidemment, vous imaginez, j'ai regardé la vidéo sur les acouphènes. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il faut boire des jus de fruits. Non mais attendez les enfants, redescendez sur Terre 5 minutes. C'est-à-dire que c'est comme les astrologues. Lorsque vous allez voir un astrologue, il va vous dire sur votre caractère tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il va vous dire, vous êtes impulsif, mais en même temps, vous avez une capacité de contemplation, de recul sur les choses qui fait que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous voyez qu'en fait, j'ai dit tout et son contraire. J'ai dit impulsif et réfléchi. Soit on est impulsif, soit on est réfléchi. On est toujours un peu plus l'un que l'autre, vous voyez. Mais l'astrologue vous dit les deux, et donc vous dit, ah si c'est clair, il a raison. Ouais, c'est grave, c'est trop ça, quoi. C'est de la pensée magique. En fait, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Et Thierry Casanova, Casasnovas mes couilles, c'est de la pensée magique. C'est une personne qui vous dit en gros, si tu fumes pas de clope, si tu bois des jus de fruits plutôt que des McDo et des pizzas, ça devrait aller pour toi, quoi. Vous êtes quand même conscient que vous n'avez pas besoin de Thierry Casanova pour savoir ça. Et que ces conseils-là sont impuissants, ne permettent pas de résoudre des maladies comme le cancer ou le sida. Ok ? J'aimerais qu'on soit quand même d'accord là-dessus. Il faut arrêter avec ces conneries, quoi. Alors, il y a une sortie célèbre de Thierry Casanova, je crois qu'il s'est excusé depuis, mais le mal est fait. S'il l'a dit, c'est qu'il a voulu entuber les gens. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est excusé parce qu'il a vu qu'il était allé trop loin, pas parce qu'il le regrettait moralement. Thierry Casanova est un type qui a dit, et vous allez voir pourquoi j'insiste sur cet exemple, parce que cet exemple permet de faire une conclusion sur ce que la personne de Casanova représente et sur ce qu'il représente pour vous. Il a dit dans une vidéo à une personne qui était amputée d'un bras et qui lui demandait est-ce qu'avec la médecine naturelle, le fait de se mettre des pousses de bambou dans les fesses et de manger des pissenlits par la racine, est-ce qu'en fait on pourrait potentiellement avoir le bras qui repousse? Et évidemment, toute personne morale, intelligente et saine répond non immédiatement. Un bras humain ne repousse pas, nous ne sommes pas des lézards. Je salue VV qui a mené une croisade contre Thierry Casanova, et là je me joins à lui là-dessus, parce que c'est trop grave. C'est trop grave parce que c'est un homme qui fait 150 000, 200 000 vues par vidéo, et qui est suivi par des gens qui me suivent aussi, et qui me conseillent d'aller le voir. Vous vous rendez compte un peu de la gravité de cette chose-là? Ça fait 10 ans que j'ai des acouphènes, et que je fais toute la France, et même maintenant je vais dans d'autres pays d'Europe pour essayer d'apaiser mes souffrances, et vous me conseillez d'aller voir Thierry Casanova pour essayer de m'aider par rapport à mes oreilles. Non mais, on est sur quelle planète les enfants? C'est pas possible, quoi. Donc, regardez cette vidéo, d'ailleurs je vais la mettre là maintenant. Effectivement, il y a des gens qui vont dire, mais il est complètement frappadingue l'autre, il parle de bras qui repoussent. On pourrait me dire que je suis aussi frappadingue quand je parle d'une plaie qui guérit. Mais voilà, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok ? Il y a quelques mois, et je voulais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques si merveilleusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Si oui, faut-il encore plus forcer sur les jus de fruits et légumes pour stimuler l'homéostasie? Ou peut-être des plantes médicinales particulières plus puissantes? Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. Évidemment, oui. Alors, ça c'est théoriquement possible. Sur le plan surnaturel, c'est-à-dire, le plan surnaturel, c'est juste un plan naturel, mais poussé à ses extrêmes. C'est-à-dire que
D'habitude, on a nos limites, on a notre capital d'énergie, notre capital nerveux, et le plan surnaturel, c'est juste les limites extrêmes de ce plan naturel. Donc sur le plan surnaturel, oui, ça existe, des repousses de bras, hein, une plaie, une ouverture dans la peau qui guérit, ça paraît frappadingue, et pourtant, ça a lieu. Et bien le bras qui repousse, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pousser un petit peu plus loin. Et on place chaque fois des limites à la régénération. Mais dans ce domaine-là, moi je m'appuierai plus sur la foi, donc sur le domaine spirituel, pour pousser le corps aux limites de l'homéostasie, plus que sur simplement des fruits. C'est-à-dire que les fruits et les jus de fruits vont être absolument nécessaires pour cela, mais c'est sur le plan spirituel que j'irai un peu plus creuser. Il y a des cercles de guérison, de prière et de guérison, et il y a du résultat, il y a du fruit. Si ça t'intéresse, tu peux essayer de contacter des cercles de guérison qui prient au nom du seul qui guérit, hein, du Christ qui guérit, et voir ce qui va advenir. Effectivement, la guérison est possible. Et les jus sont une adjonction parfaite. Voilà, je la mets également en lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent la consommer de manière illimitée. Bon, ça pour moi, c'est un scandale. Hein, c'est un scandale que cet homme se permette ça. Et pourquoi il se le permet ? Parce que, et enfin, je sais que ma vidéo paraît très longue, on ne sait pas trop où je veux en venir, mais moi je sais parfaitement où je veux en venir, c'est qu'en fait le problème vient de vous. Le problème vient de l'auditeur, il vient de l'internaute, du mec qui regarde ces vidéos et qui les consomme. En fait, ces espèces de naturopathes non diplômés vous vendent ce que j'appelle le transhumanisme bio. Alors le transhumanisme normal, classique, on en a parlé un peu avec Geoffrey dans un Vive l'Europe que j'ai fait il y a quelques temps, au début de l'année. C'est l'idée qu'en fait la machine et l'homme pourront fusionner un jour pour améliorer les capacités humaines, prolonger la durée de vie, etc. Bon, c'est l'occasion pour moi de vous dire que c'est vrai que dans ce Vélos, on a relié pas mal d'articles qui avaient trait au transhumanisme, c'est-à-dire en fait et à la singularité, c'est-à-dire le moment où les intelligences artificielles auront des capacités, on va dire, de calcul, c'est déjà le cas, on va dire en gros, elles seront plus fortes que nous, quoi. Les machines vont prendre le pouvoir, Terminator 2, quoi. Donc la singularité, le transhumanisme, on en a beaucoup parlé, on en a parlé en tout cas sur ce Vélos. Pour nous, c'est pas un sujet tabou parce que simplement c'est une préoccupation des scientifiques actuels. Donc je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Quand on est un occidental, on s'intéresse à tout, on s'intéresse à l'art, à la culture, à la géographie, à la politique, même au sport et à la science. Mais c'est l'occasion pour moi de vous donner mon point de vue. Moi, je ne suis pas transhumaniste en ce sens que déjà je ne suis pas persuadé que ce soit souhaitable à 100% de se transformer totalement en machine, mais c'est même pas ça, c'est que je pense que la dérive de pas mal de scientifiques, c'est qu'ils sont persuadés que la solution à leur problème arrive dans 5 ans, alors qu'en général elle arrive 5 siècles après. Donc moi je ne crois pas, mais encore une fois je vous dis, là dans cette vidéo on est dans la discussion de comptoir, c'est mon avis de Daniel Conversano, je suis un profane, je ne suis pas un scientifique, mais alors qu'on a des difficultés folles à greffer des mains faites de chair, je vois pas comment dans 10 ans on pourrait se retrouver avec des échasses à la place des pieds et je sais pas, des pénis de 30 cm qui auraient, on va dire, la même sensation qu'un vrai pénis, alors qu'en fait il serait fait de briques et de broc et de ferraille, voilà. Donc bon, moi j'y crois pas trop, mais pire encore que le transhumanisme, il y a le transhumanisme bio, parce que finalement ce que vous vend Casanova et tous ces escrocs-là, parce que ce sont des escrocs, ce sont des gens qui se font de l'argent. Quand je pense que des personnes osent me dire que je me fais de l'argent sur le dos des nationalismes, alors que ma démarche est transparente. En fait, j'écris des livres au contenu nationaliste, des nationalistes les achètent. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de mystérieux. C'est-à-dire que des mecs comme Casanova vous vendent du rêve. Ils vous vendent quoi ? Ils vous vendent l'idée que si vous vous nourrissez bien, peut-être que vous ne mourrez pas. C'est pour ça que je parle de transhumanisme bio. Parce que quand on en arrive, vous allez me dire, il n'a pas dit concrètement ça. Mais c'est ça l'idée derrière. C'est ça la raison pour laquelle vous regardez ces vidéos. Et c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus. C'est qu'en fait, vous êtes complotiste sur la question de la médecine parce que la plupart des Français, là c'est un constat,
c'est bien, c'est pas bien, je le constate, la plupart des Français sont athées, c'est-à-dire ils ne croient pas en l'existence d'un Dieu omniscient qui décide de tout et qu'on rejoint une fois qu'on meurt. Donc il y a un transfert, on va dire, un transfert de foi vers l'hygiénisme, vers le manger bio, vers le ceci, vers le cela. Et tout ça, ça cache quoi? Ça cache simplement la peur de la mort. C'est tout. Voilà. En fait, vous vous branlez sur ces vidéos-là parce que vous avez peur de la mort. Il n'y a pas de honte à avoir peur de la mort, mais il faut arriver à comprendre pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on suit certains mecs. Vous voyez, quand je sais parfaitement pourquoi un mec comme Casanova a du succès, c'est parce que ses vidéos sont rassurantes. Lorsque vous les regardez, vous vous dites « Ah mais en fait, n'écoutons pas ces médecins horribles qui vous font 10 vaccins quand vous êtes un bébé. Écoutons Thierry Casanova qui a une solution à tous les problèmes, et quasiment tous. Hein, vous regardez, il y a plus de 500 vidéos, je sais pas quoi. Et donc, en fait, pour chaque truc, parce qu'évidemment, il veut du clic des malades de toutes les sections, d'accord? Il veut du clic des mecs qui ont mal aux pieds, il veut du clic des mecs qui ont mal aux couilles, il veut du clic, d'ailleurs il a eu mon clic pour les acouphènes, parce qu'on est tellement désespéré qu'on clique sur du Casanova pour savoir comment il soigne les acouphènes, alors que ce connard en a jamais eu, il sait pas du tout à quel point on souffre et ce que c'est concrètement, il sait même pas ce que c'est l'oreille interne, vous voyez. Donc, en fait, il brasse large et il propose un truc contre lequel on peut pas avoir un rejet immédiat et comment dirais-je... épidermique, c'est-à-dire quelqu'un vous propose de boire des jus de fruits, vous n'allez pas vous dire, putain, salopard, tu essaies de m'intoxiquer. Bon, un jus de fruits, ça vous fera jamais de mal, vous voyez. C'est un peu comme si vous avez comment dirais-je, une histoire d'amour qui se finit mal, et un ami vous dit, bah écoute, prends du recul, prends des vacances, tu t'en fous si tu prends un peu de poids, fais-toi des restos et tout, et toi c'est là, hey, super conseil, j'y avais pas pensé, quoi. Alors c'est la base, voilà, quoi. Donc, ces gens-là sont des escrocs, et vous tombez dans le panneau parce qu'ils vous offrent un réel qui n'est pas un réel. En fait, il vous offre une réalité alternative. Et c'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la médecine alternative. Vous savez ce que c'est la médecine alternative? C'est la médecine qui ne soigne pas. Voilà. Et je vais vous donner un autre exemple on va dire de la domination et de la puissance de la médecine occidentale par rapport aux autres médecines. On nous dit souvent, vous savez, oh bah c'est pas la panacée de se faire soigner par des toubibs et de se faire charcuter. Les Chinois utilisent l'acupuncture, ils s'en sortent très bien. Alors ça, vous savez que c'est de la grosse connerie. Hein. Je vous le dis parce que justement, lorsque mes acouphènes sont apparus, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais 20 ans en fait tout simplement, j'ai essayé tout un tas de choses. J'ai essayé la médecine occidentale, la médecine allopathique, et après j'ai essayé la médecine alternative. Donc je suis allé par exemple chez des acupuncteurs. Et la première chose que j'ai lue dans la salle d'attente de l'acupuncteur, c'est que c'était un asiatique, c'était un vietnamien, et en fait c'était un schéma qui expliquait ce qu'était l'acupuncture. Donc je l'ai lu attentivement, c'était assez intéressant, ça parlait des points de vie, d'énergie, etc. Jusqu'ici j'y croyais, j'étais à fond, quoi. Je voulais guérir, tu vois. Donc quand tu veux guérir, tu veux croire, et tu crois. Et donc je parcours ce truc, et à la fin, il y avait une espèce de truc, vous savez, un peu comme dans les pubs où il y a marqué manger 5 fruits et légumes par jour, alors que c'est une pub pour McDonald's, tu sais. Donc tu as une pub pour McDo, mais pour être avec la loi, pour être dans la légalité, on va dire, ils disent non mais il faut quand même manger des fruits, hein. N'allez pas manger chez McDo tous les jours, hein, quand même, hein. Voilà. Mais venez chez nous quand même un peu. Et bien l'acupuncture c'était pareil, à la fin c'était marqué l'acupuncture a montré ses bénéfices et ses atouts dans les guérisons de certaines dépendances comme la dépendance aux cigarettes. L'acupuncture fait passer les rhumes, elle fait également passer les dépressions, etc. Toutes des choses qui en fait sont un peu intangibles, vous comprenez? C'est-à-dire qu'une dépression, quand est-ce que est-ce qu'un médecin peut la constater? Oui, peut-être avec IRM fonctionnel, mais enfin c'est quand même compliqué, quoi. Quelqu'un peut te dire qu'il déprime alors qu'il déprime pas, il peut te mentir. Il peut également se mentir à lui-même. De la même façon, dans un raisonnement analogue, arrêter la cigarette, peut-être que vous n'avez pas la volonté, et puis tout à coup vous rencontrez un médecin chinois qui vous parle de la pluie et du beau temps, vous avez une bonne entente avec lui, vous y allez tous les vendredis, il vous met des trucs d'acupuncture, et tout à coup vous dites ah ouais, j'ai plus envie de fumer, j'arrête, quoi. Il a raison, faut être cool, faut se calmer, ça m'a fait du bien, quoi. En fait, en gros, c'est un effet placebo, c'est ça que j'essaie de vous dire. Moi, c'est ma croyance, hein. Je pense que l'acupuncture, globalement, fonctionne sur l'effet placebo, parce que ça ne m'a absolument jamais rien fait. Vous voyez, la différence entre la médecine occidentale, là je vais commencer à m'énerver tout seul, parce que c'est des choses évidentes pour moi. La différence entre la médecine occidentale et la médecine
chinoise, orientale ou alternative. C'est que la médecine occidentale, même si vous ne le voulez pas, quand elle sait guérir, elle vous guérit. Vous comprenez? Même si vous n'y croyez pas, lorsque vous avez la jambe cassée et qu'on vous met un plâtre, et ben à la fin, lorsqu'on enlève le plâtre, la jambe elle est réparée, d'accord? Vous aurez beau vous dire dans la tête, ah j'y crois pas, non j'y crois pas, ça n'a pas marché, ça va marcher. Voilà. Donc je dis ça parce que beaucoup de gens vont me dire, oui mais ça n'a pas marché pour toi l'acupuncture parce que tu n'y as pas cru. Une vraie médecine, tu n'as pas besoin d'y croire, elle te soigne. D'accord? Il faut que vous mettiez ça une fois pour toutes dans la tête. Bon, et je reviens à mon prospectus. J'étais dans cette salle d'attente chez ce putain d'acupuncteur, hein, et à la fin, ça marquait en revanche l'acupuncture. Je ne sais plus exactement le mot qui était écrit, mais c'était l'acupuncture ne fonctionne pas pour ce qui concerne les fractures ouvertes, les tumeurs, etc. Et ça mettait toutes les choses graves dont on meurt, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en gros, en fait, pour les vrais trucs, tu vas à l'hôpital. Et pour terminer sur cet exemple des Asiatiques, parce que les gens sont bêtes à manger du foin, ils pensent que les Asiatiques se soignent exclusivement avec de la putain d'acupuncture. Quand vous allez en Chine et au Japon contemporain, hein, ils se soignent de la même manière que nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont notre médecine. C'est ça qui est insupportable en fait. C'est qu'on déprécie notre médecine alors qu'elle est utilisée dans le monde entier. Vous comprenez, un Japonais qui a une tumeur essaie de se la faire enlever par chirurgie. Bon sang de bonsoir. Et c'est cette chirurgie-là, c'est des médecins français, italiens, anglais, américains qui les ont inventés, vous comprenez? Et maintenant, les Asiatiques se sont mis à un niveau et eux-mêmes créent de la médecine, etc. Mais c'est insupportable, en fait, de voir que chez des nationalistes, on est censé aimer ce qu'on est. On est des Européens, on est des Occidentaux. C'est insupportable, cet amour surréaliste pour des médecines qui n'ont jamais fait leurs preuves, qui sont en fait des médecines psychologiques. C'est-à-dire en fait, vous allez vous faire masser, vous allez vous faire piquer des trucs d'acupuncture et vous vous sentez mieux parce que vous voulez vous sentir mieux. Vous comprenez? C'est comme du yoga. Ce n'est pas de la vraie médecine. Et moi, je ne supporte plus de voir des commentaires où les gens se permettent de dire non, mais ça, en Occident, on ne sait pas faire. En Orient, ils ont tout compris depuis 3000 ans. Ils ont tellement tout compris qu'en fait, ils ont pris nos IRM, ils ont pris nos radios, ils ont pris nos bistouris, ils ont pris nos microscopes. Et maintenant, ils font tout comme nous, en fait, pour se soigner. Donc, en fait, vous êtes des surles. Je suis désolé de le dire comme ça, mais beaucoup de personnes qui me suivent dans la fachosphère sont des enfants sur la question de la médecine et de la science. Vous ne connaissez rien et vous ne voulez rien connaître parce que, en réalité, et je voudrais terminer là-dessus parce que vous allez voir quelle est ma conclusion. Beaucoup de gens vont dire que cette vidéo était inutile, tu voulais juste cracher, qu'est-ce qui t'a pris? En fait, il est rassurant pour vous qui ne croyez plus en Dieu et au paradis et à l'enfer. Il est rassurant pour vous de vous dire qu'il y a deux médecines. Il y a une médecine méchante qui est la médecine occidentale qui, généralement, vous dit la vérité. S'il ne vous dit pas la vérité, elle vous confronte à cette vérité. C'est-à-dire que vous avez un cancer, le médecin va faire un diagnostic, il va peut-être, comme j'ai expliqué au début, il va prendre les formes, il va peut-être faire un petit mensonge en vous disant « Oh, mais vous pouvez tenir 1 an », alors qu'en fait, dans sa tête, il se dit « Oh là, le pauvre, il n'y en a que pour 2 mois ». Mais globalement, vous savez vers où vous allez. Vous comprenez? La médecine occidentale ne triche pas avec vous. Elle ne vous dit pas « Je sais faire » quand elle ne sait pas faire. Vous voyez? Elle vous dit « Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne savons pas le guérir. Mais il faut toujours avoir un espoir. » Donc c'est un discours, je dirais, catho-scientifique. C'est-à-dire, j'ai de la compassion pour toi en tant que patient. On va faire ce qu'on peut en tant que scientifique rationnel, mais c'est pas gagné, tu vas probablement crever. La médecine alternative vous ment, tout simplement. Voilà. Elle vous dit... Alors, ce qui est terrible en plus, c'est que quelqu'un qui a le cancer et qui fait de la médecine alternative, vous avez parfois il y a des gens qui m'ont fait des retours comme ça, vous avez des médecins qui les prennent un peu de haut, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est désespéré, il va mourir dans 3 semaines, il n'en peut plus, et le thérapeute, naturopathe, je sais pas quoi, mes couilles, lui dit, mais ça c'est parce que vous n'avez pas une bonne vie, quoi. Vous n'avez pas pris soin de votre corps. Vous voyez, vous avez trop pris soin des autres, vous n'avez pas pris assez de temps pour vous-même, vous auriez dû faire du yoga, etc. Donc des leçons de morale, quoi. Et lorsque vous êtes en pleine santé, en fait, il vous donne des conseils d'hygiène au quotidien, quoi. Et c'est censé vous empêcher d'avoir le cancer dans 15 ou 20 ans. Alors ce qui est drôle, c'est que moi j'ai un public, c'est on va dire globalement des 20-35 ans, et les gens arrivent et me disent, regarde, la preuve que ça marche, la médecine alternative de Casanova, c'est que j'ai 37 ans, je bois des jus de fruits, j'ai toujours pas le cancer. Mais mec, rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans, tu n'en sais rien en fait. Si
avec cette hygiène de vie, tu vas avoir le cancer ou non. Bien sûr, il vaut mieux manger, boire des jus que du coca ou que de l'alcool à gogo, évidemment, mais ça c'est du bon sens, tu n'as pas besoin de Casanova pour te le dire, d'accord? Donc si vous écoutez toutes ces conneries, c'est pour vous détourner de votre réalité, vous comprenez? Et c'est ça que j'aime pas, en fait. Et vous ne voulez pas affronter les réalités en face. Si vous voulez être dans la croyance, à la limite, ben là, redevenez catholique. Soyez carrément dans la foi. Dites-vous que la vie n'est rien parce qu'il y a la mort derrière et que voilà, il faut être moral pour accéder au paradis. Ça, au moins, je dirais, ça a un sens philosophique et pour la cause nationale. Ça a un sens. Voilà, vous deviendrez un catho tradi, vous ferez des enfants blancs, vous aurez une vie morale parce que vous aurez peur de l'enfer. Bon, ça, au moins, c'est une croyance qui est utile. Voyez. Sinon, soyez rationnel et battez-vous à nos côtés. Parce que pendant que vous regardez, je vois le temps qui est investi dans ces pseudosciences, c'est de la YouTube, c'est de la YouTubeologie en fait, quoi. C'est-à-dire que moi, demain, je me change de gueule, je peux faire une chaîne comme Thierry Casanova où je vous raconte absolument n'importe quoi, n'importe quoi. Je vous dis que par exemple, j'ai fait je sais pas, un mélange de vodka caramel et que j'ai constaté qu'en buvant tous les jours, en fait, je bandais plus fort, quoi. Vous me croyez pas, mais il y a plein de mecs qui vont y croire, y compris chez les dissidents. Donc, en fait, tous ces péri-sujets vous éloignent de la vraie actualité qui est celle de l'immigration-invasion, contre laquelle nous devons lutter et qui est le seul problème actuellement en France, en fait, quoi. Vous êtes malheureux, vous avez peur pour votre avenir parce qu'il y a cet éléphant au milieu du couloir. Voyez. Donc, faites des choses rationnelles. Voilà. Vous avez une partenaire? Non. Alors, essayez d'en trouver une. Vous avez des enfants? Commencez à en faire. Ça, ce sont des chiffres. Ça, c'est de la réalité. Ça, c'est du concret. Quelle est la démographie, la natalité des Africains et des Asiatiques par rapport à la nôtre? Merde, attends, on commence à être pas beaucoup. Ouh là là. Ça, c'est des choses sérieuses. Vous comprenez? Après, vous pouvez boire du jus pour être en forme et pas avoir la petite bidoche de graisse que j'ai moi. Mais ça vous garantira pas, ça vous empêchera pas potentiellement d'avoir un cancer dans 20 ans. Et tous ces sujets-là sont des sujets périphériques, rassurants pour vous, mais enfantins. Voilà. Un vrai homme n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de choses. Et c'est un choix de facilité qui est mauvais pour vous à long terme et qui est mauvais pour la cause. Parce qu'en fait, finalement, si vous regardez bien, je terminerai là-dessus, cette mode hygiéniste est très individualiste au fond. C'est l'idée, il faut absolument que je me conserve le plus longtemps possible. Voilà. Je vais même me priver de plein de plaisirs simplement pour vivre 10, 15, 20 ans de plus. Et voilà, et c'est mon projet unique. Et le reste, finalement, ça n'a pas trop d'importance. Le meilleur moyen de protéger votre vie, c'est de la donner. Voilà, c'est-à-dire vous vous reproduisez et vous survivrez à travers les enfants que vous allez faire. Voyez. Après, la mort arrive quand elle arrive. Vivez une vie de bon sens, évidemment, il ne faut pas se pinter la gueule, il ne faut pas se droguer, mais ne soyez pas à l'écoute de ces arnaqueurs comme si en fait c'était des messies. Détectez vraiment les discours de gouroutisation. C'est des discours où les mecs, en fait, ils ont des solutions clés en main pour tout. Et au fond, constatez ce qu'est votre vie maintenant et ce qu'elle était il y a 3 ans quand vous ne connaissiez pas Thierry Casanova, je ne sais toujours pas comment on dit. Vous verrez que finalement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des tunnels. Vous rentrez dans des tunnels comme ça, vous regardez des vidéos, voilà, vous regardez toutes les vidéos de Delavier, après vous êtes sûr d'un truc, et vous réveillez 4 ans plus tard, vous n'avez rien fait de votre vie. Vous voyez, ce sont des parleurs, ce sont des blablateurs. Et on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps pour ces conneries. Le sida existe, les vaccins ne sont pas faits pour vous tuer, un bras ne repousse pas, Thierry Casanova est un escroc, et quand vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, parce que vous croyez, et vous avez raison, à la médecine occidentale. Donc croyez-y à fond, prenez tout le package, vous comprenez? Les labos ne cherchent pas à vous tuer. Par contre, l'État cherche à vous remplacer, pour des raisons économico, politico, tout ce que vous voulez, dont on a déjà parlé 1000 fois, mais on ne finira pas d'en parler tant que ça sera d'actualité. Bon, j'espère que cette vidéo assez laborieuse vous a quand même intéressé et que ça aura permis à certains de réfléchir un peu à ce qu'ils pensent et à remettre en question certaines de leurs certitudes qui n'ont pas lieu d'être. Allez, à très bientôt. Salut les Européens. Ciao.